Premier module vidéo consacré à l'Allemagne au temps de la guerre froide. Aujourd'hui, nous allons voir quand l'Allemagne n'existait plus. Et oui, parce que, vous allez le voir, l'Allemagne avait été rayée de la carte momentanément entre 1945 et 1949. Pour bien comprendre les enjeux de ce module vidéo, il faut déjà repartir de ce que nous savons. Et ce que nous savons, c'est que le Troisième Reich a été envahi par l'Est par l'armée rouge, par l'Union soviétique, par l'Ouest par les Anglais, les Américains et les Français libres, et que les Alliés se sont lancés dans une sorte de course de vitesse pour être les premiers à s'emparer de Berlin, et à ce petit jeu-là, ce sont les Soviétiques qui l'ont emporté haut la main, Staline n'hésitant pas à faire tuer une centaine de milliers de soldats supplémentaires de l'armée rouge pour prendre Berlin au cours d'une bataille courte, mais extrêmement violente et sanglante, qui s'est déroulée entre le 16 avril et le 2 mai 1945. Le 30 avril, alors que les soviétiques sont littéralement à portée de fusil de son bunker sous la chancellerie, Hitler s'est suicidé et a fait brûler son corps pour que Staline ne puisse pas l'exhiber comme un trophée après la prise de la ville. Cette photo a fait le tour du monde. On voit une femme sergent de l'armée rouge en train de hisser le drapeau soviétique sur le toit de la chancellerie du Reich, autrement dit, la bataille de Berlin est remportée. Mais comme on est en 1945 et qu'on est encore pour quelque temps dans cette logique de grande alliance et dans l'euphorie de la victoire, eh bien, les soviétiques n'oublient pas que cette victoire contre le nazisme a été le fruit d'un long et difficile combat commun mené de front avec les alliés occidentaux, c'est-à-dire les Britanniques et les Américains. C'est ce que montre la caricature de gauche d'origine soviétique. Et quand le Troisième Reich, ou ce qu'il en reste, capitule le 8 mai 1945, eh bien Staline, peut-être grisé par l'euphorie de la victoire, pourquoi pas, va faire un geste envers ses alliés occidentaux en leur rétrocédant la moitié ouest de Berlin, c'est-à-dire qu'il va donner les ruines fumantes de Berlin-Ouest aux Américains et aux Britanniques pour qu'ils l'occupent. Et on voit sur l'affiche de droite, sur le monument de la porte de Brandebourg, qui est à Berlin ce que la Tour Eiffel est à Paris, c'est-à-dire le monument le plus célèbre, on voit flotter les trois drapeaux soviétiques, britanniques et américains. Et comme le laissait entendre le titre du module vidéo, en mai 1945, il n'y a plus d'Allemagne. Il existe encore un peuple allemand, enfin ceux qui n'ont pas été tués pendant la guerre. Il y a encore un territoire allemand, mais il n'y a plus d'Allemagne, puisque l'Allemagne, rappelez-vous, c'est une des décisions prise par la conférence interalliée de Yalta en février 1945, l'Allemagne est démantelée en 3 zones d'occupation qui deviendront 4 zones avec l'intronisation de la France du général de Gaulle parmi les grands vainqueurs en Europe. Et le même sort est réservé à l'ancienne orgueilleuse capitale du Reich. Berlin sera, elle aussi, démantelée. Alors, on ne dit pas en zone parce que le territoire est un peu plus petit. On parlera de secteurs d'occupation, les soviétiques se réservant une petite moitié, oui, une bonne moitié de Berlin, Berlin-Est. Et ce qui à l'époque ne pose pas problème, mais qui va finir justement par devenir un problème, c'est que Berlin-Ouest se retrouve au milieu,
du territoire détenu, contrôlé par l'armée rouge et par l'Union soviétique. Ce qui revient à dire que si l'Allemagne de l'Est, secteur zone d'occupation soviétique, était un océan, eh bien Berlin-Ouest serait une île qui flotterait sur un océan communiste, éloigné du reste de l'Europe occidentale. Tant que les alliés soviétiques, américains et britanniques s'entendent bien, ça ne pose pas de problème, mais ça va poser un problème le jour où ça ne sera plus le cas. Et sans que ça constitue une grosse surprise, la première crise grave de la guerre froide va se dérouler effectivement en Allemagne, c'est-à-dire sur la zone de front entre les deux blocs, dans ce monde devenu bipolaire ou bipolarisé. Mais c'est pas le long du rideau de fer, le long de la zone de la ligne de front des deux blocs que la crise va se produire, non, c'est justement à Berlin. À Berlin, cette ville curieusement coupée en deux entre les soviétiques d'un côté, les occidentaux de l'autre. Staline veut récupérer Berlin-Ouest. Il veut mettre fin à cette anomalie qui fait que Berlin-Ouest échappe à son contrôle. Alors, il ne possède pas encore la bombe atomique. Son pays est sorti exsangue de la Seconde Guerre mondiale. C'est le pays qui a eu le plus de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Staline n'a pas envie de lancer à nouveau son pays dans une guerre contre les États-Unis, d'autant que là, l'adversaire serait quand même beaucoup plus coriace. Donc il veut chasser les Occidentaux de Berlin-Ouest, mais il ne peut pas le faire par la force. Donc il va le faire par la ruse, une ruse pas très subtile. Il va isoler Berlin-Ouest du reste du monde, en alléguant des travaux sur toutes les routes, sur tous les chemins de fer qui conduisent à Berlin-Ouest. Même les égouts, tout est bloqué, même la production d'électricité vers Berlin-Ouest où le réseau d'eau potable vont être coupés. Alors officiellement, c'est pour faire des travaux. Oui, l'ancienne capitale du Reich est un tas de ruines, il faut tout reconstruire, donc la reconstruction nécessite des travaux. Mais les Occidentaux ne sont pas dupes, ils ont bien compris que l'ours soviétique, avec ses griffes ensanglantées, tente de faire main basse sur Berlin-Ouest en poussant les Occidentaux dehors. Parce que, chose curieuse, plus rien ne peut rentrer dans Berlin-Ouest, mais si les troupes d'occupation britanniques, américaines et françaises souhaitent quitter Berlin-Ouest, alors là, il n'y a pas de problème. Curieusement, les routes sont ouvertes pour repartir dans l'autre sens. Donc la ficelle est un peu grosse. Staline est confiant. Il sait que ça n'est qu'une question de temps avant que les Occidentaux aient épuisé leurs réserves de vivres et ne soient contraints d'abandonner Berlin-Ouest aux Soviétiques. Mais Staline va tomber sur plus fort et plus malin que lui, parce qu'il a pu bloquer tous les accès terrestres, fluviaux, de toutes sortes, mais il ne peut pas mettre des barrages, des fils de fer barbelés sur les couloirs aériens. Or, les Alliés occidentaux vont décider de mettre en place 3 couloirs aériens partant de 3 aéroports ou aérodromes militaires situés en zone occidentale et tout particulièrement d'ailleurs dans les territoires britanniques contrôlés par les Britanniques et Américains. Et de ces 3 aérodromes militaires vont partir des avions à jet continu qui vont aller porter le ravitaillement dans Berlin-Ouest
en se posant dans des aérodromes de fortune construits à la hâte pour l'occasion, 3 aérodromes militaires dans Berlin-Ouest, le tout au nez et à la barbe des soviétiques, qui voient les avions survoler leur territoire, mais ils le survolent, et ils se posent tranquillement à Berlin-Ouest. Et les Américains vont mettre au point l'un des tout premiers ponts aériens de l'histoire de l'humanité. Lorsque Staline découvre la stratégie astucieuse de contournement de son blocus par les alliés occidentaux, Staline ne s'inquiète pas trop parce qu'il pense que les Américains, qui sont les seuls à pouvoir déployer une armada aérienne, vont finir par se lasser, que ça n'est qu'une question de temps et que le temps joue en sa faveur à lui, Staline. Mais c'est sans compter sur la supériorité matérielle, technologique des États-Unis, et c'est sans compter aussi sur la volonté des Américains de ne pas laisser Staline l'emporter. Ce qui fait que le blocus va durer, le blocus qui ne dit pas son nom, hein, ce blocus hypocrite de Berlin-Ouest va durer 1 an, et plus de 280 000 vols vont être réalisés par l'armée américaine et ses alliés. Alors ça ne veut pas dire 280 000 avions, hein. Chaque avion va avoir à son actif plusieurs milliers de vols, mais quand même, au maximum, près de 1400 avions ont atterri et décollé de Berlin-Ouest le même jour, ce qui demandait une logistique littéralement au millimètre, parce qu'un avion se posait quand un autre décollait, et évidemment, entre les deux, il fallait avoir chargé ou déchargé l'avion. Charger l'avion de passagers qui était évacué de Berlin-Ouest vers la zone occidentale, ou alors décharger les avions venus de la zone occidentale et qui apportaient absolument tout ce qui était nécessaire à la survie de Berlin-Ouest et de ses habitants. Ce pont aérien a stupéfait le monde et probablement Staline aussi. J'adore cette caricature intitulée L'Observateur d'oiseaux. Et je voulais partager avec vous cette caricature parce que véritablement elle est géniale. On est quelque part dans Berlin-Est, hein, reconnaissable à ses décombres, puisque en 1948, les stigmates de la guerre sont encore bien visibles. Et on aperçoit Joseph Staline, qui ne se prend pas pour un Père Noël, hein, mais qui est quand même dans une cheminée et qui, avec une pétoire, fait mine de menacer des cigognes qui apportent non pas des bébés, mais qui apportent de la nourriture, du charbon, tout ce qui est nécessaire à la vie des habitants de Berlin-Ouest. Et Joseph Staline serait bien tenté d'abattre une ou deux cigognes. Effectivement, bien sûr qu'il a pensé à faire abattre les avions, mais s'il avait fait abattre les avions, c'était une déclaration de guerre en bonne et due forme aux Occidentaux, et là c'était la Troisième Guerre mondiale. Et même si l'URSS était très très près à ce moment-là d'avoir la bombe atomique, est-ce que prendre Berlin-Ouest de force, est-ce que ça valait vraiment la peine de provoquer une troisième guerre mondiale? À l'évidence, non. Donc de guerre lasse, Staline, voyant que le temps ne joue finalement pas pour lui, mais au contraire le ridiculise un peu plus chaque jour, Staline décide que le blocus de Berlin est levé, comme l'annonce cette manchette d'un journal, d'un quotidien français, ou, pour être plus précis, les travaux sont terminés et l'accès à Berlin-Ouest sera à nouveau possible au courant du mois d'août, hein, le temps de lever les barrages, mais en mai, dès mai 1949, il est évident que les États-Unis l'ont emporté dans ce bras de fer opposant soviétiques et américains. Et non seulement
les Américains ont remporté leur bras de fer contre Staline, qui était à l'origine de la crise, hein, je vous le rappelle. Mais en plus, les Américains ont fait la démonstration de leur résolution, de leur capacité à résister. Ils ont fait la démonstration de leur supériorité matérielle. Ils ont aussi gagné sur un autre plan, et c'est pas le plus négligeable, c'est que pour les civils allemands, berlinois de l'Ouest ou allemands de l'Ouest, les Américains et leurs alliés occidentaux, c'était quand même des occupants, c'était quand même des ennemis. Même si la guerre était terminée, les alliés n'étaient quand même pas en terre amie, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais justement, à cause de la crise de Berlin-Ouest, les Allemands se rendent compte que le véritable ennemi de l'Allemagne, c'est Staline, et que Staline était prêt à faire crever de faim les Berlinois de l'Ouest pour pouvoir s'emparer de la ville, et que ce sont les Américains et leurs alliés qui ont patiemment alimenté la ville pendant toute une année grâce à ce pont aérien. Et du coup, on peut comprendre d'abord la satisfaction des Berlinois de l'Ouest qui voilà, écrivent sur des pancartes «Hurrah, nous sommes encore en vie» et qui remercieront les Américains chaleureusement. L'Américain et ses alliés français et anglais ne sont plus vraiment des ennemis. Ils sont devenus au contraire des protecteurs du peuple allemand. Et ça change tout. Et les conséquences de la première crise de Berlin, puisqu'il y en aura une deuxième, eh ben, elles sont géopolitiques. En 1945, il n'y avait plus d'Allemagne. En 1948, c'était toujours le cas, au moment du début du blocus. Mais par la suite, ça n'est pas vrai. L'Allemagne va renaître. Et elle va renaître, si j'ose dire, en double. C'est-à-dire qu'on va passer de 0 Allemagne à 2 Allemagnes. Alors certes, 2 Allemagnes peut-être jumelles, mais rivales, antagonistes, ennemies. Parce que 2 Allemagnes séparées par le rideau de fer. La première Allemagne, celle qui va renaître, c'est la République fédérale d'Allemagne, la RFA, qui sera dirigée par un Allemand de l'Ouest qui fut anti-nazi et qui apporte toutes les garanties de démocratie nécessaires pour devenir chancelier de la RFA, c'est-à-dire Premier ministre. Et Konrad Adenauer et son gouvernement vont s'installer dans une petite ville moyenne de RFA qui s'appelle Bonn, parce qu'il est évidemment hors de question d'aller installer la capitale dans Berlin-Ouest, parce que ça serait provoquer les soviétiques qui ne pourraient pas l'accepter. Et non seulement l'Allemagne va renaître, l'Allemagne de l'Ouest, une Allemagne de l'Ouest va naître, mais elle va aussi être protégée par l'organisation du traité Atlantique Nord, c'est-à-dire cette alliance défensive mise en œuvre par les États-Unis pour protéger l'Europe de l'Ouest de la menace communiste, puisque le blocus de Berlin-Ouest a bien montré que Staline avait des vues, pas seulement sur Berlin-Ouest, mais sur tout l'ouest du continent européen. Donc il importe de dresser un mur protecteur contre la menace communiste, et ce mur protecteur, eh ben, ça sera l'OTAN, qui n'est pas un mur proprement parlé, hein. Encore une fois, c'est une alliance militaire défensive. Et tant pis si le prix à payer est de permettre la renaissance d'une armée allemande, qui ne s'appellera plus la Wehrmacht, mais la Bundeswehr, l'armée de la République allemande. Et tant pis si en France ça rappelle de mauvais souvenirs, tant pis si ça peut être considéré comme une menace, ce que ne manquera pas de faire le Parti communiste français, qui est très hostile évidemment à l'OTAN, très hostile à la présence militaire américaine en Europe de l'Ouest, cela va de soi, et qui joue sur la corde sensible
de la population française en rappelant Oradour-sur-Glane et toute la souffrance endurée par le peuple français sous l'occupation allemande. Bon, ça c'est de bonne guerre, effectivement. Mais l'Allemagne de l'Ouest va intégrer le bloc occidental et va intégrer l'OTAN. Et comme dans la logique de la guerre froide, on se rend coup pour coup, eh bien, l'Union soviétique va procéder à la renaissance de l'Allemagne de son côté à elle, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Est, autrement dit la République démocratique allemande, qui n'est absolument pas démocratique, puisque son dirigeant, Walter Ulbricht, est un dictateur, hein, certes, dictateur au nom du peuple, d'accord, comme d'habitude dans la rhétorique socialiste communiste, mais c'est quand même un dictateur, et c'est surtout une marionnette entre les mains de Moscou, entre les mains de l'Union soviétique. Et vous aurez noté que le drapeau de la RDA ressemble comme un frère à celui de la RFA, sauf que la RDA comporte un sigle composé d'une gerbe de blé, du marteau et du compas, ce qui est une variante, pour le marteau et le compas, c'est une variante de la faucille et du marteau, hein, ni plus ni moins, vous l'aurez compris. Et la capitale de la RDA sera Berlin-Est. Et oui, forcément. Et puisque les alliés occidentaux ont autorisé la RFA à recréer une armée allemande, certes dépourvue de l'arme nucléaire, hein, faut pas quand même exagérer, mais quand même, eh bien, l'Union soviétique va autoriser la RDA à recréer une Volksarmee, c'est-à-dire une armée populaire est-allemande, qui va intégrer l'alliance défensive du pacte de Varsovie, hein, fondée en 1955 à l'initiative de l'URSS, et qui est la réponse de la bergère soviétique au berger américain, c'est-à-dire que le pacte de Varsovie est l'anti-OTAN. L'armée de l'Allemagne de l'Ouest ayant intégré l'OTAN, l'armée de la RDA va intégrer le pacte de Varsovie. L'Allemagne est plus que jamais bipolarisée par la guerre froide à la fin de l'année 1949. Voilà ce qu'il faut retenir de ce module vidéo.